monsieur? Oui, Christome. Ça existe des pièces d'avant qui ne sont pas en 5 actes? Oui, bien sûr. Les fourberies de Scapin, 3 actes, le médecin volant, un seul acte, les précieuses ridicules aussi. Les quoi? Les précieuses ridicules. Sans doute la pièce en un acte la plus connue de Molière. La petite comédie sans prétention qui pourtant ouvrit la porte à toutes les autres pièces connues de Molière. Je comprends pas, elle est importante ou elle est pas importante? Ce sera à vous d'en juger. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles et nous allons enfin aborder une pièce très connue qui a rencontré un grand succès déjà du vivant de Molière, même si elle n'a pas du tout été prévue pour ça. En 1658, après 13 ans de pérégrination en province, la troupe de Molière, l'illustre théâtre, devenue la troupe du prince de Conti, puis en 1658 même, la troupe de Monsieur frère unique du roi, rentra enfin dans la capitale. La tradition, un peu perdue à Paris depuis une décennie, était de jouer d'abord une longue tragédie en 5 actes, puis une petite comédie en 1 acte à la fin pour détendre le public. La troupe de Molière eut le privilège de jouer devant Louis XIV lui-même. Ils jouèrent la tragédie Nicomède de Corneille, puis une petite farce écrite par Molière. Et non, pas les précieuses ridicules, mais Le Docteur amoureux. Et si vous vous dites que vous n'avez jamais lu ou vu cette pièce, c'est tout simplement parce qu'on n'en a plus aucune trace. Eh oui, la pièce qui fit connaître Molière à Louis XIV a disparu des radars. Elle n'a jamais été éditée. À la boulette. Toujours est-il que cette petite comédie plut au roi. La troupe de Molière put rester à Paris. En novembre 1659, la troupe représenta une autre tragédie de Corneille, Cinna, mettant en scène la générosité d'un souverain. Pas de clin d'œil du tout à Louis XIV, qu'allez-vous imaginer là? Et puis la petite comédie sans prétention de fin, Les précieuses ridicules. Et cette pièce ne sera toujours rejouée qu'en complément de longues tragédies, malgré le fait que le public ne venait parfois que pour voir cette farce à la fin du spectacle. Pourquoi? Parce que les précieuses ridicules ne correspondaient pas aux lazzi habituels de la commedia dell'arte. Ce sont des caricatures de vraies personnes que le public peut ou croit pouvoir identifier, comme Madame de Scudéry, le prototype de la précieuse qui avait introduit la carte du tendre dans un de ses romans, dont Molière fait d'ailleurs référence dans la pièce. Caricaturer les travers de vraies personnes était à la fois une force et une faiblesse, car ceux qui crurent s'être reconnus, surtout s'ils étaient puissants, pouvaient menacer de procès ou tenter de faire interdire la pièce, et Molière le subit plusieurs fois dans sa carrière. Autre raison de ce succès, en l'espace d'un acte, nous avons du comique de caractère, avec des personnages hauts en couleur, du comique de mots, avec des répliques qui font mouche, du comique de situation, car le public sait depuis le début que les deux soi-disant nobles venus se montrer sont en réalité deux valets, et bien sûr, du comique de geste, avec les traditionnels et guignolesques coups de bâton. Les précieuses ridicules fut tellement connue dès sa première que plusieurs auteurs ont voulu surfer sur son succès et se sont mis à écrire leurs précieuses ridicules, voire à essayer d'assister à la pièce de Molière exprès pour la réécrire et l'éditer en son nom. Et tout cela ne se passa qu'en l'espace de 2 mois. Conscient du danger, Molière dut se résoudre malgré lui à faire éditer sa petite pièce, la première donc qu'il eût jamais publiée. Grosse déception pour notre jeune auteur, qui voulait se faire connaître d'abord par de longues pièces en 5 actes en vers, et qui, à la place, dut se dépêcher de faire éditer cette petite pièce sans prétention. Madelon. C'est la première précieuse ridicule. La fille de Georgibus et la cousine de Cato. Elle est présente dans 12 scènes sur 17, donc presque toute la pièce. C'est la plus bavarde des deux. C'est elle qui expliquera à son père comment elle estime devoir être courtisée, elle réclame de changer de nom pour être appelée Polyxène, une héroïne de roman, elle utilise des mots complètement empoulés pour parler de choses simples, comme le conseiller des grâces pour un miroir. Ouais, c'est pas faux. Bref, elle vit complètement dans un roman précieux, à tel point qu'elle pense qu'elle a été adoptée et qu'elle a une ascendance illustre. Bon, en réalité, c'est une bourgeoise provinciale, elle vient juste d'arriver à Paris avec sa famille, elle est incapable de soutenir longtemps de conversation, et elle avale tous les mensonges de Mascari et Jodelet. Naïve, superficielle, prétentieuse,
Méprisante envers ceux qui ne sont pas dans son délire, comme son père ou sa servante, elle est punie à la fin, et au lieu de se remettre en cause, pense d'abord à se venger. Ma parole, des engins comme vous seraient fournis avec une notice, hein. Madelon, prénom venant de Madeleine, est joué par Madeleine Béjart, grande complice de Molière-Mascarille. Cato, c'est la deuxième précieuse ridicule, cousine de Madelon et nièce de Georgibus, et manifestement recueillie par lui, puisqu'il se plaint d'avoir 2 filles à charge. Elle est moins expressive que sa cousine, mais peut-être plus encore centrée sur l'apparence. Elle aussi vit complètement dans un roman, elle veut qu'on l'appelle Aminte, le nom d'une héroïne de roman, elle souhaite avoir des amours contrariés et ne pas se marier, ni voir un homme nu car ce serait trop choquant. Plus naïve que sa cousine, elle est la suiveuse. Elle suit sa cousine dans ses délires, mais elle n'est jamais l'instigatrice. Sa dernière réplique n'est pas dans la vengeance, comme Madelon, mais dans le dépit d'avoir été berné. Cato, diminutif de Catherine, était joué par Catherine Debray. Mascarille, c'est le valet de Lagrange. Déjà apparu comme valet dans L'étourdi et le dépit amoureux, il hérite d'un autre caractère que dans les 2 pièces précédentes. Mascarille, signifiant petit masque, le voici affublé du masque d'un faux marquis. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Surjouant le précieux alors que valet. Mais il est sincère. Si Lagrange s'en sert comme instrument de vengeance, Mascarille n'en sait rien. Il est évidemment comique par ses exagérations, sa façon de singer les nobles de la cour et sa médiocrité à rimer, mais il ne cherche pas à nuire aux précieuses, contrairement à son maître. Il est joué par Molière, qui commence à se faire la part belle dans les rôles qu'il joue dans ses pièces. Jodelet, alors c'est un cas particulier. Jodelet est un personnage créé par Julien Bedeau depuis 17 ans. C'est un valet glouton, rusé et lubrique, le visage enfariné, une sorte de mélange entre l'Auguste et le clown blanc. Ce personnage eut même des pièces entières qui lui étaient dédiées, comme celle de Scarron dans les années 1640. En 1659, Julien Bedeau était vieux et fatigué. Il avait 72 ans et il n'avait plus que quelques mois à vivre. Molière réussit à le prendre, lui et son frère Lespi, dans sa troupe pour un baroud d'honneur. Jodelet, la vieille gloire, fut intégré dans la pièce des Précieuses Ridicules en duo comique avec Molière-Mascarille, avec beaucoup moins de scènes et de textes bien sûr, mais le public comprit qu'il s'agissait bien là d'un passage de relais entre la vieille génération de comiques et la nouvelle. Georgibus, le père de Madelon et oncle de Cato, est le vieux père de comédie, le pantalonné, mais il endosse aussi le rôle de l'homme raisonnable de l'époque, même si sa vision de l'amour et du mariage est scandaleuse si on se base sur nos critères contemporains. Mais nous y reviendrons. Il est présent les 3 premières scènes et les 2 dernières. Il fut joué par Lespi, le frère de Jodelet, grand spécialiste des vieillards de théâtre. Lagrange, c'est le premier des 2 jeunes premiers éconduits. C'est lui qui pensera à se venger des Précieuses Ridicules en leur envoyant son valet Mascarille dans le but avoué de les humilier. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Lui et son comparse, Ducroisy, n'apparaissent que dans les 2 premières scènes, puis 2 scènes à la fin pour battre les faux marquis et révéler la supercherie. Lagrange est joué par le jeune Charles Varlet, 24 ans, dit Lagrange, justement, qui venait juste d'entrer dans la troupe de Molière. Ducroisy, c'est le 2e des jeunes premiers et il a un rôle plutôt anecdotique. Lui aussi rejeté, il se contente de suivre Lagrange et d'adjoindre son propre valet, Jodelet, à la supercherie imaginée par Lagrange. Il fut joué par Philibert Gassot, dit Ducroisy, 33 ans, qui, comme Lagrange, entrait dans la troupe de Molière. Marotte, c'est la servante de comédie, pleine de bon sens paysan, ce qui contraste fort habilement avec le langage et les manières des 2 précieuses. Mais elle n'a qu'une seule scène de discussion avec ses maîtresses, avant de se contenter d'annoncer les arrivées de personnages dans les autres scènes. Elle fut jouée par Marie Claveau, Madame Ducroisy, qui est entrée en même temps que son mari chez Molière. Lucille, une voisine des 2 précieuses, elle n'a qu'une seule réplique et une seule apparition dans la pièce. Les violons, et ce tout petit rôle de voisine, étaient interprétés par le personnel du Petit Bourbon. Les 2 porteurs de chaises étaient incarnés par Lagrange et Ducroisy, qui avaient donc 2 rôles chacun dans la pièce. Almanzor, le valet de la maison de Georgibus, n'a que 2 répliques dans la pièce, et l'une d'elles n'est constituée que d'un mot, Madame. Son seul rôle est d'apporter des sièges et de faire entrer les violons. Un rôle aussi ridiculement petit ne pouvait être joué que par Monsieur Debray, évidemment. Lagrange et Ducroisy, 2 seigneurs et conduits par Cato et Madelon, sont furieux.
Lagrange annonce qu'il va se venger de leur indifférence en leur envoyant son valet Mascarille, un extravagant qui fait semblant d'être un homme de bonne condition. Georgibus arrive pour savoir comment les deux prétendants ont été reçus, et il comprend vite que ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Les deux jeunes premiers sortent, et Georgibus demande à Marotte, la servante, de faire descendre les deux précieuses. Confrontation entre le vieux père et les deux précieuses, ils confrontent leur vision du mariage et de l'amour, romancé et extravagant pour les filles, pragmatique et terre-à-terre pour le père, bref, diamétralement opposés. Georgibus les quitte, en colère, et les deux précieuses se lamentent de leur ascendance et partent se faire belle lorsque Marotte leur annonce la venue d'un marquis. Arrive le faux marquis de Mascarille, porté par deux laquais, ayant une scène comique ensemble, Mascarille refusant de les payer. Les précieuses se présentent à lui et les échangent des mondanités en rivalisant de frivolité, Mascarille finissant par déclamer un poème ridicule et faisant admirer ses vêtements tout aussi ridicules. Mais les deux ignorantes sont subjuguées parce qu'elles pensent être un grand esprit. Le complice de Mascarille arrive, le soi-disant vicomte de Jodelet, en réalité le valet de Ducroisy. Jodelet et Mascarille prétendent s'être connus à la guerre et en profitent pour se faire tâter par les deux jeunes filles, prétendant leur montrer des cicatrices de guerre. Les deux faux nobles convoquent des violons pour danser et les deux précieuses appellent des voisines pour compléter la fête. Seulement, les deux maîtres arrivent et chacun se met à frapper son valet à coups de bâton avant de ressortir. Les deux précieuses ne comprennent pas ce qui se passe, les deux maîtres reviennent, font renvoyer les voisines, déshabillent leurs valets et révèlent l'imposture. Ducroisy et Lagrange sortent, bientôt suivis des deux valets, chacun refusant de payer les violons. Georgibus donne des coups de bâton aux violons pour les faire partir, sermonne violemment les deux précieuses, leur ordonnant d'aller se cacher pour jamais. Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit, de la galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre, et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis vers sont des terres inconnues pour eux. Oh oh, je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer, à mal je vous regarde, votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. C'est de la merde. J'y fus blessé à la jambe d'un coup de grenade dont je porte encore les marques. Tâtez un peu de grâce, vous sentirez quelques coups, c'était là. Nous allons servir de fable et de risée à tout le monde, et voilà ce que vous vous êtes attiré par vos extravagances. Allez vous cacher, vilaine, allez vous cacher pour jamais. A-t-on jamais vu, dites-moi, deux pecs provinciales faire plus les renchéries que celle-là, et deux hommes traités avec plus de mépris que nous? Comment, mesdames, nous endurerons que nos laquais soient mieux reçus que nous, qu'ils viennent vous faire l'amour à nos dépens et vous donnent le bal? Dame, j'entends pas le latin, et j'ai pas appris comme vous la philosophie dans le grand sire. Ça, payez-nous vitement. N'est-ce ainsi qu'on paye les pauvres gens, et votre qualité nous donne-t-elle à dîner? Qu'est-ce donc que ceci? Qui nous paiera, nous autres? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Vous nous avez obligés, sans doute. Oui, monsieur, ils sont ici. Je comprends l'engouement des gens pour cette petite pièce. Il s'agit après tout d'une caricature de jeune fille fan de romans en vogue à l'époque. Aujourd'hui encore, on se moque volontiers de personnes aimant une certaine catégorie de littérature. Sans remonter très loin dans le temps, souvenez-vous de la saga Twilight ou de 50 nuances de Grey, qui ont été souvent vilipendées pour leur qualité littéraire jugée médiocre et les affreux messages qu'ils faisaient passer. Certes, les références au roman de Madame de Scudéry sont actuellement totalement ignorées par le grand public, mais à l'époque, le public parisien était parfaitement au fait de ces références, et beaucoup de sens cachés, de mimiques, de jeux de scène, aujourd'hui définitivement perdus, devaient faire fureur en 1659. Mais la force comique de Molière est que, même sans ces références, la pièce reste drôle. Évidemment, le thème qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le déguisement et l'imposture. Mascarille et Jodelet sont des imposteurs, peut-être même des mythomanes, selon le degré de sincérité qu'ils accordent à leurs prétentions, mais je vois poindre un autre thème, datant de l'Antiquité grecque et qui était bien d'actualité à l'époque de Molière, l'hubris. Je connais pas ce mot-là. L'hubris, chez les anciens grecs, c'est l'orgueil démesuré, la prétention à se croire l'égal des dieux, une démesure telle qu'elle doit être châtiée avec la plus grande sévérité.
Et cette hubris est une toile de fond touchant les 4 personnages principaux. D'abord, Mascari et Jodelet, bien sûr, qui se prétendent nobles, cultivés et gens de la cour, alors qu'ils ne sont que des valets incultes. Mascari se compare même à Louis XIV, prétendant qu'il ne se lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits autour de lui. Se comparer au roi est au XVIIe siècle l'hubris suprême. Mais cette hubris est aussi à étendre aux 2 précieuses ridicules, Cato et Madelon. Leur tort n'est pas seulement de vivre dans leur roman, ce sont des provinciales qui veulent devenir parisiennes, et pour les yeux du public parisien, ce sont 2 campagnardes dont on se moque, des filles venues de province qui sont donc forcément incultes et grossières, et qui singent les dames de qualité. Auteuil-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Passy, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien? Molière a parcouru la province, Madeleine Béjart et Catherine Debris aussi. Il y a donc de fortes chances que ce caractère provincial ait été amplifié par les actrices. Mais ces précieuses ridicules, même prétentieuses et superficielles, sont-elles autant à blâmer? Elles sont moquées par les contemporains de Molière de refuser de se marier à des hommes qu'elles ne connaissent pas, et elles osent, rire suprême, vouloir être courtisées et se marier par amour. Et Georgibus, qui est censé être celui qui a les pieds sur terre, s'emporte contre elles, les traite de folles et affirme que le couple commence toujours par le mariage. À notre époque, on ne peut que donner raison aux précieuses et trouver plutôt choquant le point de vue paternel. Puisqu'on est dans le choquant, les 4 protagonistes sont tombés dans l'hubris et les 4 vont être punis en étant mis à nu. Les 2 valets au sens propre, par leur maître qui leur arrache leurs vêtements, me faisant penser au conte d'Andersen des habits neufs de l'empereur. Et les 2 filles au sens figuré, où elles ont montré leur ignorance et leur naïveté en se laissant courtiser par 2 imposteurs. Soit, mais l'ont-elles mérité? Aussi prétentieuses soient-elles, il s'agit de jeunes filles qui cherchent d'autres horizons qu'un mariage arrangé et une vie banale. Est-ce vraiment si condamnable? Toujours dans la veine de petites comédies venues adjoindre de grandes tragédies, Molière écrivit en mai 1660 une autre pièce devant servir de simple divertissement, mais cette fois, il montra son talent de versificateur en l'écrivant en alexandrin, ce sera Sganarelle ou le cocu imaginaire. Aura-t-elle le même succès que les précieuses ridicules? Il faut le lire pour le savoir. C'est pas une pièce importante au départ, mais elle est devenue ensuite. C'est un peu ça, oui. Et ça existe des pièces qui se moquent des livres de maintenant? Généralement, ce sont plutôt des films qui en parodient d'autres. Et si on écrivait les précieuses pas ridicules, ce serait une parodie de parodie? Joker.